on a deux sondages, mais qui sont tombés juste avant le live, donc on les a intégrés. Ouais. Là, Je suis en train d'intégrer le deuxième. Je suis obligé de laisser Chloé meubler le temps de finir Non, mais ça le va truc. être très bien. Ça va me prendre moins d'une minute, mais voilà. Mais Voilà. là, littéralement, on va découvrir les résultats en même temps que vous. On J'ai va quand même une idée découvrir d'où ça va. les résultats en même temps. Mais Alors, voilà, on va. du coup, attends, à la limite, je te propose qu'on commence par on pourrait commencer par Ah oui. commenter sur les fameuses circos là, les circos avec des dissidents. En fait, j'ai un petit peu envie de revenir, tu sais, sur ce qu'on avait dit qu'on devait revenir. On a un peu parlé enfin plus qu'un peu, de l'antisémitisme plutôt supposé chez LFI, parce que c'est important. Enfin, cette histoire de diabolisation est quand même problématique. Mais c'est vrai que tout occupé à essayer de revenir sur ce qui est une fausse, une fake news concrètement. J'ai quand même oublié un truc, c'est que malgré tout, nos concitoyens qui se trouvent être de confession juive, ils se sentent pas rassurés, et ça, c'est un truc qu'il faut quand même entendre, un minimum. Donc voilà, effectivement, quand on regarde dans le programme, quand on regarde dans les positions officielles de LFI, on trouve pas d'antisémitisme. Quand on regarde dans le programme du Rassemblement national, il faut faire un peu plus attention, mais on trouve de l'antisémitisme. Mais par contre, et pas qu'un peu. Mais par contre, il y a eu des propos malheureux, parfois, enfin, en général involontaires, parfois sans le comprendre. Ça, c'est le problème des dog whistles. Ce sont des choses que l'extrême droite essaye de se créer des codes. Comme ça, alors c'est pas du tout nouveau le dog whistle, oui, c'est Oui. en fait, c'est des termes ou des façons de parler ou des choses, des mots qui sont absolument anodins normalement et que l'extrême droite va détourner pour en faire des mots connotés. Et typiquement, c'est le cas du concept des dragons célestes dans One Piece. Les dragons célestes dans One Piece, ça désigne en gros des capitalistes, je crois, je sais plus. Enfin, One Piece, c'est un truc japonais. C'est un manga japonais. C'est rien à voir avec l'antisémitisme. Pour arriver à deviner que les dragons célestes est devenu, en France spécifiquement, enfin voilà, une référence antisémitisme, il faut vraiment avoir les codes des fachos. Quelqu'un qui n'a pas les codes des fachos ne peut pas le deviner, parce que c'est absurde. Et les politiciens... Et c'est d'ailleurs fait pour être absurde. Et c'est fait pour être absurde. Les politiciens, en général, ne sont tout simplement pas formés au code de langage des fachos sur les réseaux sociaux. Et c'est assez logique, ils n'ont pas le temps de ça. Les militants le sont, souvent beaucoup mieux, tout simplement parce que sur le terrain, quand on discute sur les RS, etc., qu'on se confronte à ces militants fascistes ou fascisants ou antisémites, on se rend compte qu'ils utilisent ça dans un sens complètement détourné et bizarre. Et donc, on parle entre nous de ça, on repère ces dog whistles, etc. Mais les politiciens, en général, ils ne les connaissent pas. Et donc, comme c'est fait pour avoir l'air d'une référence innocente, parce que le but, c'est que le truc ait l'air d'une référence innocente, et One Piece, ça fait quand même référence innocente, c'est des termes qui peuvent être repris de manière complètement naïve par des gens qui sont juste pas formés à reconnaître ça. Et ça va engendrer des couacs, des malentendus, etc., qui sont réels, problématiques, et qu'il faut effectivement essayer de limiter. Bon, alors, je crois qu'il a supprimé son tweet, il a présenté ses excuses, ça c'est sûr, etc. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Essayer d'avoir une formation de nos politiciens à ce genre de merde. Voilà, ça faudrait pousser là-dedans. Voilà, donc c'est fait exprès pour rendre un petit peu paranoïaque et tout ça. Après, bon, il y a aussi parfois d'autres propos malheureux, un peu historiques. Notamment, j'ai regardé récemment Histoire Crépue, Histoire Crépue, qui est une chaîne qui parle un petit peu de l'histoire autour en France, autour de toutes les pays. Et il y avait une chose intéressante qui disait, et c'est quelque chose que moi j'ai remarqué en habitant ailleurs, sur lequel je me suis vraiment rendu compte. Il disait, oui, mais on charrie tous des clichés racistes parce qu'ils sont complètement intégrés. C'est toute une histoire. Et il disait, moi aussi. Et pourtant, il est quand même racisé, mais c'est très intégré. Oui, c'est impossible d'échapper aux clichés racistes de notre culture. C'est pour ça qu'on parle de déconstruction dans le militantisme.
Voilà. Et la France est deux cultures profondément antisémites depuis des millénaires. Et voilà, donc, donc ça arrive d'avoir des propos malheureux sans le vouloir. Il faut l'entendre. Et voilà. Et donc, en fait, je vous propose que nous soyons tous des électeurs exigeants, c'est-à-dire que qu'on refuse de se faire avoir par les fake news, mais que à côté, on rappelle à nos élus que si on vote, c'est pas un blanc-seing. Donc voilà, on leur demandera des comptes et puis et on sera attentif à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent. Voilà, je pense que c'est la bonne façon de faire. Mais donc voilà, effectivement, j'ai un tout petit peu oublié quand même que légitimement, nos concitoyens qui se trouvent être de confession juive se sentaient un petit peu inquiets et il y a aussi des raisons de le faire. Donc voilà, on peut pas juste passer ça sur le silence et juste leur dire mais non, vous êtes stupides, il y a rien. Il y a aussi pas mal de concitoyens de confession juive qui sont au Front populaire et qui sont complètement catastrophés et inquiets et qui vivent extrêmement mal les accusations fallacieuses d'antisémitisme, évidemment. Enfin, je veux dire, tout à fait. Il y a les deux, donc bon, il faut les deux choses. Et l'autre chose importante, c'est que notamment au niveau de la FI c'était 22% des suffrages exprimés, je crois, au présidentiel, un truc dans le genre. C'est énorme. C'est une organisation politique absolument énorme. Il y a énormément de gens là-dedans. C'est pas possible que dans un truc aussi énorme, on tombe pas de temps en temps sur des gens qui sont effectivement crassement antisémites, mais vraiment antisémites premier degré. Donc évidemment qu'il y en a, c'est une question de taille de l'organisation. Et ces gens-là, taille de l'échantillon. De l'échantillon. Et ces gens-là... non mais je fais mon statistique. Oui, de l'échantillon. Et ces gens-là, il faut les remettre à leur place. Et même parfois il y a des militants qui font des trucs. Enfin là, il y a plusieurs militants qui font des petites vidéos, des choses comme ça. Il y en a une qui est sortie, qui est pas mal du tout. Vraiment, elle est très très cool. À cette différence près qu'il y a un passage où il y a Glucksmann avec un espèce de gros macaron CIA. Alors ça, c'est un dog whistle antisémite. Si on me l'avait pas dit, je l'aurais pas deviné. Parce que CIA juif, oui. Alors, moi, ça fait longtemps que j'en ai entendu parler de celui-là. Oui, non, mais ça mais c'est vrai que c'est pété. C'est pété, la relation est pétée. Mais c'est un vrai dog whistle antisémite. Et donc, je ne sais absolument pas si la personne qui a mis ce macaron CIA voulait vraiment... s'est fait avoir par un dog whistle et voulait genre dénoncer l'atlantisme de Glucksmann ou un truc comme ça. Enfin, un truc qu'on peut essayer... d'inférer logiquement du machin si on n'est pas dans un délire antisémite, ou si la personne est antisémite et qu'elle utilise un dog whistle antisémite. Et ça, c'est pas possible de le deviner. C'est possible de le deviner si ça provient d'un truc du Rassemblement National ou d'un groupe genre GUD, etc. Là, on sait que c'est antisémite. Mais venant de quelqu'un de gauche, ça peut être une naïveté. Et dans ces cas-là, en fait, ceux qui partagent et tout, j'ai simplement répondu, écoutez, ça c'est un peu limite. Et j'ai obtenu que les personnes qui avaient partagé ça avaient fait « Ah oui, j'avais pas remarqué » ou « Ah oui, t'as raison, c'est limite qui avaient supprimé leur post. » Et je pense que c'est le plus simple de faire, quoi. Faire remarquer les trucs, là, ces borders, etc. En général, les gens qui sont de bonne foi, qui ne savaient pas ou qui n'ont... elles suppriment. Si Chloé a dit venant de quelqu'un de gauche, ça veut pas dire que les gens de gauche sont moins antisémites que le reste de la population en général. Les gens d'extrême droite se trouvent être beaucoup plus antisémites que la moyenne. C'est surtout que les gens de gauche n'ont pas la culture du dog whistle antisémite en général. En plus. Alors que c'est une culture vraiment de droite. Donc venant de quelqu'un d'extrême droite. Vraiment d'extrême droite. Voilà, c'est une culture. Venant de quelqu'un d'extrême droite, c'est sûr que c'est un dog whistle antisémite. Venant de quelqu'un qui n'a pas cette culture-là, ça peut être une erreur, enfin une méconnaissance. Même si c'est touchy, mais de toute façon, dans tous les cas, il faut le signaler. L'ordinateur, ça va, ça fonctionne pas. Au bout d'un moment, ça craque. Au bout d'un moment, ça craque. T'aurais pas dû mettre l'écran, t'aurais dû juste attendre, toi, ça m'a pris tellement peu de temps pour me connecter. Vas-y. Ah mais je pensais, non, j'ai remis, c'est bon, on est de retour. Coucou. Voilà, oui.
Voilà, désolé. J'avais fait un bricolage pour réussir à utiliser mon micro de stream pour que le son soit agréable. Mais non. Voilà, ça a décidé de planter. Macron démission. Après, je me dis, j'ai pas le temps de faire mon setup. Je peux pas utiliser mon micro de stream. Voilà. Relou. Ah non, mais un jour, on y arrivera, tout va bien. Bon, après, si les logiciels, etc., prenaient un peu plus en compte Linux, ce serait plus simple. Ce serait plus simple. Voilà. Enfin, ouais, en l'occurrence, ouais, il faut que je réinitialise mon interface audio numérique sous Linux. Enfin, bon, bref, enfin, que j'utilise sous Linux, bref. C'est sûr. Ah, attends. Voilà, par contre, là, ton son me fait mal aux oreilles, donc je vais le baisser un peu. Pas le même Du micro, coup, mal aux oreilles. Voilà, ouais, du coup, évidemment. est-ce que le son est bien équilibré? Est-ce que, voilà, là, quand vous m'entendez, est-ce que c'est pas trop désagréable? Ah, c'est ça, là, je peux pas utiliser le micro, il apparaît pas, c'est pas. Est-ce que là, quand vous m'entendez, c'est pas, ça va, c'est. Ah, le son est clairement moins bon, hein, c'est sûr. Oui, bah oui, c'est sûr, hein, c'est moins agréable, voilà. Bon, bah Je c'est bon. suis agacé. Ça fait 2 semaines, 3 semaines que j'ai pas le temps de faire le foutu. Enfin, faut que je passe en gros 1 heure à reconfigurer. Et comme c'est le boxon, bah j'ai pas le temps de faire ce travail-là. Bon, enfin, donc, Et donc je suis sur mon micro de webcam. Voilà, je suis désolé. on était sur l'antisémitisme et, Bah, je pense le... qu'on a fait le tour Oui, en on a fait le fait. tour. Donc, quand vous croisez des militants de gauche qui reprennent des tropes antisémites, rappelez-vous Ouais. qu'ils peuvent le faire par erreur et donc il faut être ferme, mais sans forcément dans l'agressivité. C'est en voyant la réaction qu'on sait si la personne est de bonne foi ou pas. Mm. Voilà, Oui. en gros, hein. C'est en voyant la réaction. Si vous lui dites, ouais, là, écoute, ton macaron CIA, c'est un peu border, qu'est-ce que t'as voulu dire? Parce que c'est un oui, c'est un antisémite et que la personne vous envoie chier, eh tirez-en les conclusions qu'il faut, hein. Voilà. Voilà, une personne non antisémite, dans ces cas-là, s'excuse et supprime son machin, en fait. Ou enfin, fait un truc dans ce genre, quoi, parce que il y a personne qui est contre l'antisémitisme qui va tolérer de garder une référence Mm. de Wissel l'antisémite dans un machin qu'il a fait ou qu'il partage, quoi. Enfin, ça n'existe pas. Enfin bref, donc voilà pour ça. Est-ce qu'on continue sur... Alors, alors, il se trouve que j'ai quand même réussi à tout intégrer. Oui. Donc, on peut continuer soit à passer sur l'analyse des sondages, puis parler donc de l'abstention, tout ça. Soit à l'inverse, on parle de l'abstention, tout ça. Je sais pas, comme tu préfères. Non, mais on va commencer par l'analyse des sondages, je pense. Ce sera bien. Parce que l'abstention, ensuite, on pourra montrer à quoi ressemble et... Tu sais, on va ouvrir les sondages, là. On va montrer à Hmm. quoi ressemble le truc. Et c'est mieux d'avoir en tête où est-ce qu'on en est des sondages avant, je pense. Ouais, sans doute. Ok. Très bien, la taille est bonne. Alors, je vais commencer par vous montrer les corrélations. Alors, est-ce que, pour être sûr, alors, je pense que parmi les personnes présentes, tous, ouais, est-ce qu'il y a besoin de faire un rappel sur ce que sont les corrélations, les écarts-types, tout ça? Ouais, non. On fera une capsule là-dessus cet été, ça va Ouais, bien. voilà, enfin, une capsule, ce sera bien. Donc, il faut que je partage. Oui. Pam. C'est fini. Alors, je commence par ça, par les corrélations, parce que comme enfin non pas que comme la semaine dernière, mais en grande partie, enfin en partie comme la semaine dernière, on a pas mal de corrélations qui n'ont pas trop de sens, comme celle-là, voilà. Et donc les amis d'Eric avec divers écologie, bon bah Bon, ça bah, veut pas dire voilà. grand-chose. Bon, on va reparler de ce genre de truc. Entre le nouveau Front populaire et divers écologie, voilà, pareil, ça n'a pas trop de sens. Euh, voilà, donc j'ai encore beaucoup et c'est normal, hein, enfin, c'est normal. Il y a aussi le fait que la situation est confuse, on va en reparler. Pour les instituts de sondage aussi, la situation est confuse. Est-ce que c'est bien lisible? Je suis en train de jeter un œil là, sur ce qu'on voit sur Twitch. J'ai l'impression que c'est pas super super lisible.
Je vais... Si tu pouvais grossir un peu, ce serait plus lisible, oui. Je vais réduire les marges. Je dis je vais réduire les marges, je commence par les agrandir. Hop là. Ah non, c'est bon. À gauche. Voilà, à droite. Voilà. Est-ce que ça va être un peu plus lisible? Ouais, c'est un petit peu plus lisible. Il n'y a pas moyen de... T'as une petite loupe, ça... tu peux pas faire zoom un peu? Bah, je peux faire zoom, je sais pas ce que ça donne si je zoome. Ouais, les numéros sont pas plus grands en fait. Ah ouais, c'est bizarre ça. Bah tant pis. Donc un truc à faire pour la prochaine version, pouvoir changer les tailles des polices. Oui, Bon bah ça. je vais vous les lire. Donc bah, par exemple quand je disais entre le nouveau Front populaire et divers écologie, bon on a une corrélation négative de moins 31,87. Bon c'est moyen quoi. Mais bon on a une valeur P de 53,69 donc en fait ça ne veut rien dire. Voilà on a ce genre de choses un peu bizarres. Ouais. Même quand on a voilà, des valeurs P de, je vais en prendre une qui soit pas trop mauvaise. Je tombe que sur des bien mauvaises. Enfin, là, entre ensemble et reconquête, on a une valeur P quand même de 17,13%. C'est beaucoup, hein, donc ça, on ne peut pas trop tirer de conclusion. Il vaut mieux pas. Mais, j'ai des corrélations très très fortes. Et notamment une très très forte, celle-là, entre le Rassemblement national et Ensemble. La valeur P est indiscernable de 0. Donc ça veut dire que Il y a du sens. Voilà, ça a vraiment du sens. Et la corrélation est négative, elle est de moins 82,58%. C'est quand même énorme, hein. Vraiment, vraiment. Il y a vraiment un effet d'échange. Encore une fois, hein, je peux pas vous donner le mécanisme exact. Enfin, ça ne permet pas de donner Oui, la mécanisme exact. ça Regardez peut ça. être un coup de billard à 3 bandes avec des électeurs qui vont ici, Voilà. quoi. Enfin... Mais quand même, voilà, on vous l'a dit la semaine dernière, on avait très peu de données. C'est la première chose qui apparaissait. Ça reste super haut avec plus de données. Décidément, on a vraiment un élément statistique qui nous indique que Ensemble fait clairement monter le Rassemblement national. Sachant qu'il y a pas mal d'autres éléments d'analyse qui permettent de dire ça. Donc, c'est quand même difficile pour eux de se présenter comme un rempart. Tiens, puisqu'il est censé y avoir équivalence entre la gauche, on se rappelle que on l'a vu la semaine dernière, le nouveau rassemblement, le nouveau Front populaire, excusez-moi, donc est un parti, enfin, c'est un rassemblement de gauche, LFI est un parti de gauche. Donc on essaye de nous faire une équivalence entre la gauche et l'extrême droite quand même. Hein. Comme ça, en fait, il y a plus qu'un seul parti pour qui voter, le parti unique. Bref. Et donc, regardons un petit peu la corrélation entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. On a une corrélation positive, pardon, de 18,54%. C'est pas énorme, hein. Et une valeur P de 44,72%. Donc, elle, par contre, elle est vraiment grosse. Donc, autant dire qu'il n'y a pas de corrélation. Donc, j'ai d'un côté les personnes qui sont censées être les gens raisonnables et le rempart contre l'extrême droite, qui ont une corrélation énorme avec l'extrême droite, et avec une valeur P très faible, enfin, indiscernable de 0. Et de l'autre côté, ceux qui sont censés être les dangereux bolcheviks, le couteau entre les dents, voilà, qui sont censés faire monter le Rassemblement national, et il n'y a aucune corrélation. Bon. Ça ressemble un peu à du bullshit politicien qui ne s'appuie sur aucune donnée concrète. Voilà, enfin, les données concrètes, elles disent tout autre chose que ce qu'on nous raconte. Donc voilà, on a une nouvelle fois
un élément qui montre non, non, mais c'est une fake news, cette histoire. Euh, ceux qui font monter le Rassemblement national, ce n'est certainement pas la gauche. Donc on a Ensemble, qui clairement fait énormément monter. Alors, ah oui, tiens, là, ça a bien changé. Et les Républicains, qu'est-ce que ça donne? Et alors, les Républicains, je vais en profiter pour le dire. Voilà. La semaine dernière, j'en ai beaucoup voulu à Eric Ciotti. Aïe, aïe, Parce aïe, que, aïe, aïe. Le parce qu'il a méchant. mis en l'air mon modèle. Hein. L'avenir de la France, on s'en moque. L'avenir des Républicains, encore plus. Mais c'est mon modèle qui compte. Il revit le cauchemar avec l'échec de Xavier Bertrand à la primaire. Voilà, où je la voyais venir et j'avais pas de données. Donc, en mettant tout en l'air, alors il a causé plusieurs effets. À la base, les Républicains avaient une alliance électorale avec l'UDI, Union des Indépendants, un parti de centre-droite. Donc, ils étaient toujours dans cette alliance électorale. Et donc, tous les sondages Les sondaient ensemble. interrogeaient voilà, l'union de la droite et du centre, l'UDC. Donc, c'était LR plus UDI. Et avec Éric Ciotti qui a fait sa crise, et ben, du coup, ils vont instantanément quitter cette alliance électorale pour rejoindre On les comprend. Ensemble. Et oui. Et donc, brutalement, mes instituts de sondage se sont mis à tester autre chose que ce que j'avais avant. Donc ça, déjà, j'aime pas, parce que moi, je regarde pas juste un chiffre, hein, on en a parlé, hein, ce qui compte, c'est d'analyser les tendances, voilà, donc d'avoir des séries. Donc, brutalement, moi, j'ai mes chiffres qui ne veulent plus rien dire. Bon, cela dit, on voit pas d'effet avec le ralliement de l'UDI avec Ensemble. Donc ça encore, ça va. Mais en plus, ça a provoqué la division des Républicains en deux. Et oui, il y a ceux qui Et- fricotent avec le Rassemblement national et ceux qui fricotent pas avec le Rassemblement Ah, national. alors, il y a les amis d'Éric Ciotti et les Républicains. Ça s'appelle les amis d'Éric Ciotti. Voilà. Alors, je vous le dis, j'ai failli craquer. À un moment, j'avais écrit les Républicains de droite et les Républicains d'extrême droite. Je le reconnais, c'était pas très malin, mais voilà. Au bout d'un moment, j'ai remis. Alors, il y a des... Non, non, mais il y a des... Il y a des classements de certains candidats d'Éric Ciotti à l'extrême droite et il s'en est plein. Hein. Alors oui, justement, en fait, là, c'est toujours un peu problématique parce que là, les instituts de sondage, parfois, ils me testent les amis d'Éric Ciotti avec le Rassemblement national, parfois pas. Moi, j'ai énormément de mal à avoir des données cohérentes avec leurs conneries. Donc voilà, je pense que toute personne qui met à mal mon modèle devrait être enfermée dans un cachot au pain sec et à l'eau. Voilà, je pense que c'est Alors, tout à pour fait Éric Ciotti, mesuré et raisonnable comme. il sera plus enfermé dans le siège des Républicains et je pense Ouais, qu'il c'est vrai. sera à la brioche et au caviar, mais voilà. Hein. Voilà. Donc, la semaine prochaine, le vendredi à 21h, on fera un live pour voir, pour dire pour voir ce qu'on peut dire sur les sondages juste avant l'élection. Donc, si les instituts de sondage ont réussi à comprendre quelque chose, peut-être que je remettrai les choses en l'état. Pour l'instant, j'ai été obligé de faire le choix qui est le moins mauvais. Donc, pour Ensemble, j'ai fait comme si de rien n'était. Pour les Républicains, comme j'ai besoin d'avoir une série, j'ai partagé en deux tant qu'ils n'étaient pas séparés entre les Républicains et les amis d'Éric Ciotti pour avoir des tendances. Et puis, à partir du moment où ils se sont séparés, j'ai pris des données entre les deux. Et quand les amis d'Éric Ciotti sont testés avec le Rassemblement national, je mets la valeur dans le Rassemblement national sans prendre de valeur du tout pour les amis d'Éric Ciotti. Voilà, ça fait une donnée bruitée en plus. Mais c'est le boxon. Voilà, toujours est-il que j'arrive quand même à avoir des petites séries et que là, avec cette division et avec les derniers sondages, alors je pense que les derniers sondages mettent le boxon. Avant que j'intègre les derniers sondages, j'avais des corrélations beaucoup plus fortes. Alors, surtout pour les amis d'Éric Ciotti qui étaient corrélés très, très fortement au Rassemblement national, maintenant qu'ils ne le sont plus trop. Donc là, avec les sondages que j'ai intégrés, j'ai une corrélation négative entre les Républicains et le Rassemblement national de moins 51,05%, avec une valeur P de 2,55%, peu élevé, mais
Voilà, ça a un peu de sens. Et entre les amis d'Eric Ciotti et le Rassemblement national, j'ai une corrélation négative de moins 47,33% avec une valeur P de 4,73%. Donc sur des questions de sondage, on a tendance à prendre 5%, la valeur maximum de P pour laquelle on dit ok, ça a encore un peu de sens. Donc ça garde un peu de sens. Il faut quand même se méfier, on est très proche du 5%. Voilà. En tout cas, c'était le cas avant que j'intègre les 2 sondages de ce soir. La corrélation négative avec les Républicains et le Rassemblement national était déjà plus faible que celle entre Ensemble et le Rassemblement national. Bon. Voilà. Et, truc intéressant, j'ai enfin une corrélation qui a du sens, qu'on peut commenter, c'est ça que je veux dire, entre le Rassemblement national et Reconquête. Jusqu'à présent, je disais, oui, bof, machin. Là, ma valeur P, elle est de 0,35%, donc plutôt pas mal. Et j'ai une corrélation négative de moins 63,41% entre le Rassemblement national et Reconquête. C'est intéressant parce que j'ai commencé à avoir des corrélations qui ont du sens avec la trahison de Marion Maréchal. Voilà, c'est très intéressant. Et on voit l'effet apparaître. Donc Marion Maréchal est parti visiblement avec la caisse. Hein, j'exagère, visiblement. Alors c'est ce que le Canard enchaîné dit. Voilà, d'après le Canard enchaîné, bon, elle et ses alliés se sont permis, ont été un peu lâches hein, sur la gestion de la trésorerie apparemment, mais ils sont partis aussi avec des électeurs visiblement. C'est magnifique. C'est intéressant. Alors du coup, comme je le découvre un petit peu, je regarde un peu mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose entre Ensemble et le nouveau Front populaire? Entre Ensemble et le nouveau Front populaire. Alors allons-y, effectivement, c'est une question. Alors, entre Ensemble et le nouveau Front populaire, alors j'ai une corrélation négative de moins 12,45%, donc autant dire qu'ils évoluent pas ensemble. Et de toute façon, la valeur P est de 61,16%. Donc voilà, rien du tout. Ensemble et le nouveau Front populaire vivent leur vie indépendamment l'un de l'autre. Clairement. Éventuellement, oui, tiens, là ça c'est un peu nouveau. J'ai effectivement une corrélation négative entre le nouveau Front populaire et l'extrême gauche. Alors l'extrême gauche, à l'heure actuelle, c'est essentiellement lutte ouvrière. À une époque, il y avait aussi, alors il doit y avoir un des 2 nouveaux partis capitalistes. Mais il faut voir que le nouveau parti capitaliste, je sais plus comment il s'appelle, anticapitaliste, pardon, je sais plus comment il s'appelle, enfin celui où il y a Philippe Poutou et Olivier Besancenot ont rejoint le nouveau Front populaire. C'est pas pour rien, c'est parce que quand ils voient une menace fasciste, ils changent de stratégie et ils essaient. Alors, attention. Encore une fois, le Rassemblement national peut être qualifié d'extrême droite, il n'y a aucun doute là-dessus. Comme ils ont agrégé plusieurs extrêmes droites et comme ils essayent de pas dire n'importe quoi, on peut pas les qualifier de néofascistes. Contrairement à Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui lui, bon voilà, on l'a vu plusieurs fois, un discours clairement néofasciste. Mais si j'ai dit il voit un risque fasciste, alors que globalement, on a tendance à dire plutôt un risque d'extrême droite, c'est parce que c'est le vocabulaire qu'utilise le nouveau parti anticapitaliste. Donc eux, quand ils voient ce qu'ils appellent un risque fasciste, donc nous là, à l'heure actuelle, on va qualifier, pour être propre, de risque d'extrême droite, ce qui est quand même, bon, pas très éloigné. Eux, ils changent de stratégie puisqu'ils quittent la stratégie du dévoilement, comme quoi les élections ne sont pas bonnes et tout, pour tenter de faire barrage. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on a vu apparaître ces corrélations. Un peu pareil que dans un contexte différent, mais voilà, Marion Maréchal, le trahir Éric Zemmour, je vois apparaître une corrélation qui a du sens. Ça doit être le nouveau NPA rejoint le nouveau Front populaire, je vois apparaître une corrélation qui a du sens. Donc il y a sans doute quelque chose. Aussi, les divers gauches, j'ai une corrélation négative de moins 60,63% pour une valeur P de 0,59%. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai une bonne corrélation négative. Et ça a du sens aussi. Ça a du sens. Donc
La question, c'est dans quel sens? Est-ce que le nouveau Front populaire est vraiment en train d'agréger les votes de gauche, ou alors est-ce que c'est l'effet repoussoir de LFI qui, au contraire, va pousser des gens vers le parti radical de gauche? J'aurais plutôt tendance à dire que c'est le nouveau Front populaire qui agrège les voix de gauche parce que le divers gauche, il est très bas. Donc, voilà. Ils auraient plutôt tendance à monter un peu plus, je pense, s'il y avait une corrélation qui avait du sens. Sinon, je le regarde, non, j'ai pas grand-chose. Non, j'ai pas d'autres corrélations qui ont du sens. C'est pour ça que j'avais commencé par ça, parce que je savais que même si ça avait bougé, hein, forcément, vu ce qu'il y avait, il y aurait pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Ok, très bien. Regardons maintenant les sondages. Oui. Il y a quelque chose à dire. Ah, Alors. c'était un super stream. Voilà. Et voici un nouveau stream. Alors, Ah bah là, la tendance, elle commence à se dessiner pour de vrai. Elle commence à se dessiner et je vous ai dit que les instituts de sondage étaient un peu perdus. Je commence à voir de grosses incohérences entre les différents instituts de sondage. Ça, c'est signe qu'ils ont du mal à mesurer ce qui se passe. On a vu clairement pendant toutes les précédentes élections, en vérité, pendant les européennes, pendant les législatives de 2022, pendant la présidentielle de 2022, que la France insoumise était sous-estimée. Il est possible, voire probable, que les intentions de vote envers le nouveau parti, tu vas y arriver, le nouveau Front populaire soit sous-estimé. Voilà, c'est d'autant plus que l'abstention a l'air d'être particulièrement basse. Après les instituts de sondage, on en parlera après. On en parlera après. Il se trouve que l'électorat de gauche s'abstient beaucoup plus en moyenne. Donc, oui. Quand l'abstention baisse, ça a tendance à favoriser la gauche. Bon, voilà. Les élections législatives, c'est un peu particulier parce qu'on passe au second tour quand on a plus, je crois que c'est un truc du genre 12,60% des inscrits. C'est un truc dans le genre, enfin c'est entre 12 et 13. Donc plus il y a de participation, plus il y a de possibilités triangulaires. Donc il y a quand même cette question-là. Mais toujours est-il que l'abstention semble assez basse et que ça favorise en général plutôt la gauche. Ah ouais, ils se rejoignent tous sur 4% en fait. Ouais. Alors, oui, enfin voilà, il y a une dispersion qui est assez importante quand même. Voilà, ce qui me faisait dire que c'est plutôt le nouveau Front populaire qui agrège le vote de gauche plutôt que un effet repoussoir. Voilà, divers gauche, vous voyez qu'il plonge quand le nouveau Front populaire monte. Donc la corrélation négative, va plutôt dans le sens que ce sont des électeurs de divers gauche qui en gros votent utile. Voilà. Ce qui fait que voilà, on voit que à part le Rassemblement national, le nouveau Front populaire et Ensemble, toutes les autres listes à l'heure actuelle sont en dessous des 5%. Et donc clairement, là, en ce moment, la tendance qui se dessine, c'est... Alors, attention, parce que la projection est compliquée sur les élections législatives, j'en reparle juste après. Là, je vous donne un truc général que je vais devoir tempérer juste derrière. Mais là, une tendance qui se dessine, c'est qu'on va avoir à nouveau les 3 blocs. Cette fois-ci, si on regarde les sondages, ce serait plutôt le Rassemblement national qui aurait le plus important. Le moins important, clairement, Reconquête, ça avait été déjà le cas. Non, pas Reconquête. Ensemble. Tu vas y arriver. Ce soir, j'ai décidé de mélanger tous les noms. Hein, désolé. Ensemble, donc Renaissance, je crois. Renaissance et ses amis, qui va être les moins importantes. C'était déjà le cas aux précédentes législatives. Donc voilà, assez important. Et cette fois-ci, c'est la France insoumise qui est au milieu. En fait, la France insoumise, le nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire a une assise politique beaucoup plus large que la NUPES. Voilà, je suis désolé pour ce lapsus n'est absolument pas révélateur. Lorsqu'on vote pour le nouveau Front populaire, clairement, on ne vote pas pour la France insoumise, on ne vote pas pour le PS. L'assise est beaucoup plus large.
la répartition des sièges est plus homogène, même si c'est normal, il y a une plus forte représentation de la France insoumise. Elle est quand même moins représentée qu'elle ne l'était dans la NUPES. Voilà, c'est vraiment une alliance électorale. Donc, mon lapsus n'était absolument pas révélateur. Donc, toujours est-il que cette fois-ci, en fait, on le voit bien, par rapport aux résultats de la NUPES au premier tour, en fait, ça s'est clairement maintenu. Hein. C'est vraiment le Rassemblement national qui monte et Ensemble qui chute. Moi, je peux l'expliquer ton lapsus. On a passé je ne sais pas combien de temps à faire des lives sur les présidentielles et tu avais mis la France insoumise en rouge comme là le nouveau Front populaire. Oui, effectivement, j'ai pris la couleur qui était celle de la France. Voilà, et donc c'est pour ça, c'était juste ton réflexe pavlovien par rapport au présidentiel. Voilà, autant pour moi. Donc, la tendance générale qui est voilà, c'est qu'on va avoir ces trois blocs-là. Aucun ne va avoir de majorité absolue. Donc, il faudra faire une alliance à l'Assemblée. C'est Emmanuel Macron, le président de la République. C'est lui qui après appelle quelqu'un à gouverner. Donc, en fait, la logique que dessinent ces élections, je dis bien, c'est la logique que dessinent les élections. C'est pas forcément c'est pas forcément ce qui va se passer dans le cerveau d'Emmanuel Macron. Mais la logique que dessinent les élections, c'est que Emmanuel Macron va devoir décider avec qui il va gouverner, avec l'extrême droite ou la gauche. Voilà. Voilà. Soyons clairs, le camp avec lequel s'il s'allie avec un camp, cette alliance-là aura la majorité absolue. Donc, ils seront environ à 2/3 des sièges. Bon, un peu moins, mais vraiment au-dessus de la moitié. Donc, ils auront la majorité absolue. Donc, si il y a une entente comme ça, cette entente aura la majorité absolue. Donc, ça va être un choix d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il préfère l'extrême droite ou la gauche? Et je dis bien l'extrême droite ou la gauche. Un parti hors du champ républicain ou une alliance électorale dans le champ républicain. On verra bien. Je rappelle, un des problèmes des élections législatives, c'est que c'est en fait une série de scrutins locaux qui élisent un siège. Donc, quand on regarde l'écart quand même, on voit que ensemble ils ont un étiage à 19%. Ils sont loin des deux autres. Donc vraiment, il y a de bonnes chances que les deuxièmes tours ce soit en très grande majorité. Il n'y aura pas que ça, bien sûr, mais en très grande majorité des deuxièmes tours entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Avec quelques triangulaires qui incluent Ensemble. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a de très bonnes chances pour qu'Ensemble ait un nombre de sièges plus bas, sensiblement plus bas, significativement plus bas que le poids qu'il va représenter dans les votes. Ça, c'est quelque chose de très probable. Voilà, ça donc c'est ensuite qui veut ça. Toute la question, ça va être qu'est-ce qui va se passer au deuxième tour, et ça, c'est là que va se poser la question de quel côté va se situer le barrage républicain. Oui, enfin, le barrage républicain, on sait de quel côté il est. Hein. C'est de quel côté va se situer le barrage. Sera-t-il républicain ou ne sera-t-il pas? Ok, dit comme ça. Voilà. Encore une fois, vraiment, la question, ça va devenir est-ce que vous préférez l'extrême droite à la gauche? Est-ce que dans leur ensemble, les électeurs français vont préférer l'extrême droite à la gauche? C'est pour ça que, voilà, clairement, historiquement, ce qu'on voit lorsque l'extrême droite est au pouvoir, c'est que c'est pas une très bonne expérience, et par ailleurs, il s'accroche fortement au pouvoir. Donc en plus, ça dure longtemps. Donc c'est pour ça que là, étant donné la situation, c'est vrai que d'habitude, on est beaucoup plus neutre. Là, on tendance plutôt à être du côté de la gauche, hein, encore une fois, camp républicain, camp pas républicain.
Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que à nous aussi, c'est notre affaire, cette histoire de diabolisation de LFI, puisque ça risque de poser un problème sur ce report de voix. Et donc j'en profite pour vous signaler que nous avons fait des démarches pour rejoindre le stream populaire. On a eu des contacts, ça a un peu répondu. Ils ont plein de choses à faire en même temps dans tous les sens. Donc là, tout de suite, nous ne savons pas si nous faisons partie du stream populaire ou pas. Nous avons fait les démarches. Je pense que oui. Voilà, je pense que oui, on va les relancer. Voilà. Bon, ils sont débordés, ils ont Voilà. des demandes de partout. L'initiative a un énorme succès, tant mieux. Tant mieux, voilà. Donc, au moins, sur le principe, on s'y associe. Voilà. Pour une fois, je vais vous dire que oui, je sais très bien qu'il peut y avoir de vraies bonnes raisons de s'abstenir, mais pour cette fois, pour garder vos vraies bonnes raisons de vous abstenir, pour cette fois, il va falloir voter. C'est un petit peu paradoxal, soyons clairs, de dire pour pouvoir avoir la possibilité de continuer à voter, cette fois-ci, on n'a pas beaucoup de choix. C'est vrai. Enfin, la C'est possibilité dommage. de continuer de choisir de ne pas voter. Voilà. C'est problématique. C'est pour ça que l'objectif, c'est que ça nous arrive cette fois-ci, puis que dans 3 ans, ça ne nous arrive plus. Oui, Enfin. ce serait bien de sortir de ce cycle de la loose. Voilà, donc ça veut dire que nous, il va falloir qu'on soit des électeurs responsables et que le personnel politique aussi comprenne qu'il faut calmer le jeu, voilà, qu'on puisse à nouveau discuter. Par exemple, au sein du nouveau Front populaire, en vrai, il y a de vrais points d'accord. Faut pas croire, je regardais ça, c'est dans Le Monde que ça a été S'il n'y avait publié pas de vrais aujourd'hui. points d'accord, ils auraient jamais pu sortir une ligne Aussi. de programme aussi vite. Voilà, mais donc, notamment, il y a un article dans Le Monde qui est sorti aujourd'hui. En fait, historiquement, les unions de la gauche a toujours été compliqué et le fameux Front populaire, il a été construit. L'idée a été lancée en 1934 et c'est en 1936 qu'ils ont enfin réussi à sortir un programme. Là, il y avait d'énormes désaccords entre le Parti communiste, qui était pour le coup très très proche de l'Union soviétique. C'était pas encore Staline à l'époque. Enfin, puis de toute façon, on savait pas. Et le parti radical de gauche, qui était donc l'équivalent de notre PS aujourd'hui. Enfin voilà, il y avait vraiment une énorme différence. Il y a toujours eu des différences entre les partis de gauche. En fait, à l'heure actuelle, il y en a moins. Oui, mais c'est normal qu'il y en ait. Voilà, mais c'est vrai qu'il y en a un petit peu, et c'est normal. Simplement, ils se sont entendus, et c'est vrai que l'objectif, c'est qu'ils puissent à nouveau faire voir leurs différences, qui ont un sens. Ce sont des nuances, et c'est pertinent de parler des nuances sur l'organisation de la société. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est déjà réussir à faire en sorte que, dans les grandes lignes, tout ne soit pas détruit, concrètement. Donc voilà, c'est un peu bizarre, et donc il faudra qu'on soit exigeant avec notre personnel politique. Là, l'objectif, on essaye d'éviter les problèmes, puis après qu'on soit exigeant pour que dans 3 ans, on puisse on puisse à nouveau discuter sur ce qui est plus sur la nuance, mais qui est très pertinent. Voilà. Et donc oui, il y a une très grosse disparité dans les coordonnées au nouveau Front populaire. Parmi les instituts de sondage, on vous a dit qu'on a constaté que la France insoumise était sous-estimée. Donc là, il y a de très bonnes chances que, c'est pas sûr, mais il y a de très bonnes chances que ça se propage au nouveau Front populaire. Donc, je prends encore ce modèle avec des pincettes. Voilà. En tout cas, pour les militants, clairement, faut pas hésiter. Ah, Oui. ah, Tiens, qu'est-ce qui se passe? Sur Twitch, il n'y a plus rien? Bah alors? Ah, zut. Eh ben, Pardon. c'est juste une génie. Est-ce que ça revient? Oui, non, il faut que quelqu'un me dégage ce troll. Allez, je le vire. Comment je fais pour le virer? Je sais pas. Ban.
Voilà. C'est Hop marrant, là. un mec qui débarque et qui vient nous sortir que les femmes ont jamais rien inventé, alors que le premier algorithme, c'est la comtesse Ada Lovelace qui l'a Oui, écrit. voilà. Bon, c'est pas grave, on a viré ce troll, tout va bien. On n'avait encore jamais eu de troll. Moi, même quand je faisais mes streams sur la chaîne du Café des Sciences, j'avais pas eu de troll. Donc là, je pense que nous avons enfin passé notre diplôme de streamer. Nous avons un troll. Voilà, oui, passe-nous du... Ouais, bon, alors, moyennement, hein, parce que, en fait, si ça a arrêté de s'afficher, c'est parce que je suis allée sur Firefox pour essayer de dégager le mec, et en fait, si je mets Firefox par-dessus Discord, ça arrête de s'afficher mon stream. Je ne savais pas que ça faisait ça, c'est très curieux, on s'en fout, continuons. On s'en fout. Voilà, donc désolé pour le petit... problème. Donc voilà, cette élection est bizarre, mais en tout cas, pour les militants des différents partis, en fait, hein. Enfin, non, pardon. Je suis désolé pour ceux qui sont en dessous des 5%. Là, la situation est vraiment exceptionnelle. Vous allez pas réussir à... Là, vraiment, j'ai même pas l'impression que ça va peser. Alors, il va y avoir quelques barons de l'UDI, Charles Le Courson, il y a des chances qu'il se fasse réélire, mais vraiment, lui, pour l'essentiel. j'espère, c'est une des rares voix centristes, etc., à être absolument vierge de toute connivence avec le Rassemblement national. Voilà, mais pour les autres, ça va être vraiment compliqué, hein. Désolé pour vous, vraiment, ça va être compliqué. Mais sinon, pour les 3 partis qui sont plus hauts, complètement rien n'est perdu, même pour Ensemble. Par contre, ils partent de loin et il va falloir réussir à expliquer que c'est pas eux qui ont semé cette pagaille. Ouais, Alors, c'est mort. c'est vrai que là, récemment, ils ont essayé d'expliquer que le programme économique de LFI, c'était pire Voilà, que tout. le problème, c'est qu'ils sont en train de se faire épingler par la Commission européenne des finances ou un truc dans ce genre. Voilà. Selon leurs propres critères, ils n'ont pas du tout atteint ce qu'ils prétendaient atteindre. Donc bon. Et puis par exemple, on vous renvoie aux analyses de Michael Zemmour, qui n'a rien à voir avec Eric Zemmour, qui est un économiste. En fait, le programme économique est tout à fait cohérent. Il se base sur des travaux d'économistes bah, reconnus. Esther Duflo est même pris en l'hommage d'Alfred Nobel pour l'économie. Enfin, donc elle est vraiment très reconnue. Après, la vérité, c'est que personne ne peut déterminer quelle sera la situation dans un an. Donc l'important, c'est d'avoir donné une direction qui soit claire et cohérente, basée sur quelque chose de solide. Et en l'occurrence, c'est le cas du programme économique proposé par le nouveau Front populaire. D'après les analyses que j'ai vues, ce n'est absolument pas le cas du programme économique proposé par le Rassemblement national. Bon, celui qui d'ensemble, visiblement, c'est continuer comme avant et même accélérer. Ma foi, il y a une cohérence, indubitablement. Est-ce que pour autant ça convainc? À l'heure actuelle, selon les critères qu'ils ont qu'ont eux-mêmes choisi les membres d'ensemble, ça ne donne pas les effets escomptés. Et d'après eux, c'est parce qu'ils sont pas allés assez vite, donc il faut accélérer. Voilà, bon bah après voilà. Voilà. Sur les sondages, est-ce qu'on a autre chose à dire? Je vous fais remarquer, vous voyez, je mets l'indice de confiance qu'on peut avoir dans l'apprentissage du modèle en transparent. Vous voyez que là, en ce moment, voilà, les instituts de sondage me donnent des résultats vraiment bizarres. Je fais ce que je peux au mieux. Voilà. Un génie qui pose des questions. Ouais, non, un génie, ça pose des questions. Non, c'est juste qu'on avait un gros troll.
Ok. Est-ce que vous avez des questions plus spécifiques sur cette analyse des différentes tendances? Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir parler de l'abstention. Je laisse un peu de temps au chat pour dire s'ils ont des choses à dire. Non, visiblement, il n'y a pas particulièrement de questions. Donc, je vais arrêter ce stream et puis pour la suite, c'est Chloé qui va nous partager. Oui, alors, je vais mettre mon Firefox. Je vais prendre mes trucs. Là, on ne voit plus rien, c'est normal. Il faut que j'allume ça. Oui, ça marche, yes. Alors, c'est pas les derniers sondages, du coup. Alors, attention, clique bien sur ton stream parce que, parce que là, du coup, on voit rien. Non, c'est... En fait, il faudrait que... Ah, voilà, ça y est, on voit. Non, je vérifie sur Twitch, c'est bon. Ah oui, non, sur Twitch, si, c'est juste que ça... Il y a une petite latence. Oui. Donc, voilà. Oui, je suis... Si tu veux le voir en même temps, il faudrait que tu l'ouvres de ton côté. Mais, Non, mais j'ai ouvert Twitch. Bon, bah, c'est parfait. Donc, je regarde toi. Là, quand je regarde comme ça, c'est que je suis en train de regarder mon autre écran et je regarde... Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est donc les PDF que les instituts de sondage mettent à disposition. Voilà. Et donc, là, sur ces deux derniers sondages de l'IFOP, ils ont fait tout un truc sur l'indice de participation. Voilà, et là c'est intéressant parce que c'est rare. Un gros problème qu'on a, c'est que les instituts de sondage donnent très rarement un indice sur l'abstention. D'après eux, ils ont un peu de mal à évaluer l'abstention. Cela dit, là, l'enquête de l'IFOP sur l'abstention est plutôt cohérente. Voilà. Et, les éléments que nous on a pu en sortir apparaissent assez, enfin pas assez, ils apparaissent quand même plutôt valables. Donc bah, c'est bien dommage que les instituts de sondage ne parlent pas de l'abstention et vous allez voir pourquoi. Voilà, donc l'abstention. Alors déjà au niveau de l'abstention générale, donc on a ces deux sondages, donc celui-là qui doit être genre 12 et 13 et celui-là qui est 14 et 15, je crois, c'est quelque chose comme ça. Non, oui, 13 et 14 et 14 et 17. Donc on voit que là, elle est à 63-62% la participation contre 47,51%, ça c'est le résultat, c'est pas un sondage en 2022. Et donc l'abstention, 37-38 contre 52-49. Donc la progression est énorme. Et si ça se révèle être juste, il faut remonter assez loin. Alors je vais en profiter. Et donc là, je prends l'ouvrage dirigé par Tristan Haute et Vincent Tibéry, Extinction de vote. Attends, il faut que je... Voilà. Ah mais non, ça veut pas. Je vais y arriver. Voilà. Extinction de vote, voilà. Je t'ai mis en grand, Johan. Tu peux le prendre et le montrer. Voilà, Extinction de vote, le voici. Donc dans cet ouvrage, ils examinent la sociologie. Je vais y arriver. La sociologie électorale et notamment et principalement en fait la sociologie autour de l'abstention et donc ils ont agrégé les cas d'abstention depuis 1958. Donc voilà, c'est ce graphique là que je vais vous lire parce que il n'est pas génial à afficher, donc je vais vous le dire. Et donc ce qu'on voit, c'est que sur les législatives il y a eu en fait, dans les années 60, la participation est plutôt bonne. Elle oscille entre 20 et 30%. Pardon. L'abstention. L'abstention oscille entre 20 et 30%, même descend en... non, pardon. Dans les années 60, voilà, elle oscille entre 20 et 30%. Elle va encore descendre au milieu des années 70, jusqu'à environ moins 15. Et ensuite... elle a eu tendance à monter, pas tout à fait régulièrement, mais bon, enfin, elle a eu tendance à monter. Et de manière assez linéaire dans un premier temps. Donc voilà, dans les années 80, en 86, on est à du 23% d'abstention. Et puis dans les années 90, ça passe au-dessus du 30%, et puis ça va continuer à monter.
2000, que je dis pas de bêtises, c'est bien 2012, c'est ça. En 2012, on a dépassé, enfin même en fait c'est avant, on dépasse les 40% en 2008. Et en 2012, il y a encore une accélération, donc l'abstention devient exponentielle et elle va monter jusqu'à enfin, dépasser les 67%, quoi. Donc voilà, il y avait beaucoup d'abstention aux législatives. Ces dernières élections, ça a été vraiment très très important. Et Et donc donc là, là, si on redescend en dessous des 30%, eh ben, on a eu ça. Et ben la dernière fois qu'on a eu ça, c'était dans les années 80. voilà, donc il faut quand même remonter assez loin. Alors, j'ai ouvert les deux parce que, en fait, là, on va regarder les sous-échantillons. Et comme c'est des sous-échantillons, les marges d'erreur sont beaucoup plus grandes. Et donc, c'est important de vous montrer l'écart entre les deux sondages, alors que les deux sondages se suivent. Parce qu'on a 13 et 14 et 14 et 17, pour que vous preniez bien acte d'à quel point, voilà, les écarts sont grands. Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, ensuite, on a l'indice de participation selon plein de choses. Donc on voit l'indice de participation selon donc l'âge. Et on voit que les 65 ans et plus sont ceux qui votent le plus. Voilà. Et que par rapport aux jeunes. Les professions. Donc on voit que les retraités votent aussi beaucoup. Ils sont à presque 70. Alors que les inactifs, ils votent plutôt moins. Catégorie populaire, vous voyez que là on est à 55. Donc ça va coûter moins, je vais vous montrer sur l'autre. Plouf, plouf. Donc on avait quoi? Catégorie populaire, on était à 60 ici. Et ici, on est où? Sur la catégorie populaire, on était à 55. Donc vous voyez qu'il y a quand même 5 points d'écart. Il y a 5 points d'écart. C'est pas parce qu'il y a eu une progression ou une diminution de 5 points entre les deux sondages, c'est parce que les marges d'erreur sont grandes. Donc il faut vraiment... Là, on a le bruit, et si vous voulez l'écart à 2 jours, là, vous montre un peu l'ampleur du bruit. Bon, là, on voit donc dirigeants d'entreprise, etc. Et ce qui va nous intéresser, ça va être la proximité politique, pour voir donc comment ça se déroule. Donc, sans surprise. Est-ce que tu peux essayer d'agrandir l'affichage? Alors, zoom automatique. Bah alors. Ça va aider à lire, même oui, si c'est... je peux, à 200%, allez. Allez, Go. voilà, comme ça. Yes. Je peux même peut-être plus. 300. Ouais, non, 300, c'est trop. Voilà, donc 200, c'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est donc... je sais plus si c'est le premier. 62, c'est le deuxième. C'est celui du 14 au 17. Donc, qu'est-ce qu'on a? Sans sympathie partisanes, ils sont à 44, c'est ceux qui votent le moins, c'est pas étonnant. On voit qu'au niveau de la gauche, c'est 63, et ça, c'est un chiffre qui est assez inhabituel. D'habitude, les électeurs de gauche s'abstiennent beaucoup plus que ça. Et là, ils sont dans la moyenne au niveau national, avec donc 65, 67, 56. Ici, si on descend, pouf, ils sont là les proximités partisanes. Là, ils sont carrément à 70, légèrement au-dessus de la moyenne. Et c'est tous dans les mêmes eaux, donc on peut imaginer qu'ils sont tous... si on enlève le bruit, ils doivent être tous à peu près autour de 70. Majorité présidentielle, ils ont l'air très motivés à voter, 76, 77. Dans l'autre, majorité présidentielle, c'est pareil, ils sont au-dessus de 70. Au niveau de la droite, ils ont l'air d'être un peu dans la déprime, 56, 54. Ici, ils sont aussi assez bas, 58, 70, ils sont moins bas, mais ils sont plutôt en dessous de la moyenne. Et donc l'extrême droite, 73, 72, ils sont très motivés. Ici, ils vont être aussi à 72, 70, et ça, c'est attendu parce que les électeurs d'extrême droite, en général, sont des gens qui votent beaucoup. Donc ensuite, on a au niveau des votes, donc on a le vote souvenir de la présidentielle. 67 qui ont voté Mélenchon. Alors, on va rappeler le vote souvenir, c'est on demande aux sondés pour qui ils ont voté à l'élection précédente, en l'occurrence la précédente présidentielle. Voilà, et donc on voit Mélenchon 67. Si on regarde par rapport à la France insoumise,
à l'élection européenne, où les autres listes de gauche, on est plus autour des 70. Et si on regarde les candidats de la NUPES, parce que donc là je fais les élections une par une, on est à 75, et dans l'autre... Alors, où est-ce qu'on était? Vote aux européennes, voilà. Présidentielle 70, NUPES 73. Là, à gauche, on est carrément presque à 80, là, sur ces trois-là. Donc on est quand même très très haut. La majorité présidentielle, ils sont presque à 80. Emmanuel Macron, ils sont à 70. Et LRM, ils sont à 73, donc ils sont quand même très très hauts. Et là, encore une fois, on a la droite où ils sont seulement à 56. Mais ils sont quand même, sur les élections législatives de 2022, ils sont quand même assez hauts. Donc ceux qui ont voté aux élections législatives de 2022 ont l'air quand même d'avoir conservé leur motivation. Si je reviens ici, ils sont à 71 sur l'élection européenne de 2024. Et ils sont, à Valérie Pécresse, ils sont à 71. Ils sont quand même bien motivés. Mais voilà. Donc en fait, ce qu'on peut en déduire, en étant quand même assez prudent, parce que là, on est quand même sur des sous-ensembles dans un sondage. Oui, il faut bien les imaginer. échantillons sont tout petits. Hein. Enfin, c'est 300 personnes ou 350 personnes au mieux. Voilà. Donc d'un point de vue statistique, c'est... voilà. Et surtout, typiquement, les électeurs de Valérie Pécresse qui a fait moins de 5%. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, 5% sur un échantillon global qui est de 1500 personnes. Bon, voilà quoi, hein, on est sur des échantillons petits, donc vraiment il faut prendre avec des pincettes, mais on ne voit pas, contrairement à d'habitude, vraiment de grosses différences entre la mobilisation des électeurs de gauche et ceux de droite. On a chaque fois ceux de Reconquête qui sont un peu à balle, là ils sont à 80%, là Rassemblement National ils sont à 80%, donc ça conserve quand même ce côté, les électeurs d'extrême droite votent beaucoup. Mais la gauche a l'air de se mettre à peu près à niveau. Voilà. Voilà. Alors, donc, effectivement, d'habitude, on trouve quand même... alors, d'habitude, ces derniers temps, on trouve plus d'abstention du côté du vote de gauche. Et une des raisons pour laquelle la France insoumise est souvent sous-estimée, c'est parce que ils arrivent à faire un gros travail sur les abstentionnistes. Et typiquement à l'élection présidentielle, ils y arrivent bien. Mais c'est aussi pour ça que Jean-Luc Mélenchon avait dit en 2022, élisez-moi Premier ministre. Ça permettait de donner quelque chose de motivant pour faire en sorte que qu'il ne se démobilise pas. Voilà, qu'il ne se démobilise pas pour la législative. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il avait été moqué à l'époque et maintenant ils font tous ça. Ouais, voilà, maintenant ils font tout ça. Donc, bon. Enfin voilà, on voit souvent chez eux un travail efficace pour mobiliser une partie de l'électorat abstentionniste. Et c'est vrai que c'est un électorat sur lequel il y a quelque chose à faire. Or, on a des éléments qui sont quand même assez forts pour dire que là, la participation va probablement au moins être forte. De la dire historique. Peut-être pas. C'est un peu tôt. Voilà. Peut-être pas, mais forte, il y a de très bonnes chances. Il y a de très bonnes chances. Donc ça aussi, ça nous fait penser que le vote pour le nouveau Front populaire est quand même sous-estimé. Voilà, et d'autant plus que dans les sondages, donc on a des gros écarts entre les sondages sur le nouveau Front populaire, qui sont probablement plus dus à un problème de méthodologie. Alors ça peut être les échantillons qui sont mal équilibrés. Là, quand on regarde, enfin j'ai regardé 3 sondages, il y avait au niveau du vote souvenir, il y avait des incohérences, il y avait vraiment pas assez de votes Mélenchon, etc. Vraiment trop de votes Pécresse, etc. Et trop de votes Rassemblement National. Bon, ils ont des échantillons qui sont vraiment un peu distordus par rapport à la représentativité nationale, par rapport au vote souvenir qu'on devrait retrouver. Et ça, c'est là-dessus qu'ils se basent pour corriger. Mais ils font les corrections, c'est en gros le nombre de points qu'ils enlèvent ou qu'ils ajoutent au parti. Ça, c'est un peu... les méthodologies, ils ont chacun leur tambouille, hein, mais c'est un peu... Voilà, quoi, c'est pas simple. Et il y a des chances que les différences entre les sondages soient quand même en bonne partie dues aux redressements qui sont appliqués, qui ne sont pas les mêmes selon les instituts. Voilà. Et donc probablement que
Enfin, là, ce qu'on voit, c'est une configuration où, une fois de plus, bon, donc cette fois-ci, une fois de plus, la France insoumise, donc cette fois-ci, le nouveau Front populaire, est sous-estimé. Donc, Ah, ça peut être intéressant. voilà. Il y a quelque chose qui se passe que les sondages, en ce moment, ne sont pas capables de prendre. Voilà. De toute évidence. Bon, bah, je sais pas, est-ce que vous avez des questions là sur l'abstention? Ou est-ce qu'on passe à la suite? Voilà, on parle de ces circos. Alors, est-ce que je... Non, je ferai un résumé des idées et forces de l'analyse des sondages après. Parlons de cette histoire de circonscription. Voilà, alors, juste, on va signaler, demain, on va faire une revue... Il faut que j'arrête de faire Demain, nous allons faire une revue de presse. Alors, pour le coup, c'est Chloé qui va mener la revue de presse. Moi, je serai là, mais peut-être que j'aurai un petit peu de retard. Je vais essayer d'éviter. Mais de toute façon, ça sera Chloé qui va la mener. Donc, on parlera un peu de l'actualité, tout ça. Donc, beaucoup moins des sondages. Donc là, on va pas parler de ça, mais je l'ai trouvé. On a quand même un truc, c'est aussi qui est un petit peu de la projection statistique. Alors, je vais essayer. Parlons un petit peu de cette actualité, les fameux frondeurs du nouveau Front populaire. Comment est-ce que je fais pour l'agrandir? Je suis à peu près sûre que c'est pas assez bien. Je regardais comment ça donne sur Twitch, mais je suis à peu près sûre. Oui, ça, je te disais, tu peux peut-être en agrandir un petit peu. J'aimerais bien l'agrandir, mais le problème, c'est que je n'ai pas du tout l'habitude d'Excel. C'est pas Excel, c'est... Si, c'est Excel. C'est Excel. T'as pris Excel, aïe. Ben non, mais c'est que là, je suis sur l'ordinateur. Non, mais... Windows. Mais c'est une trahison. Oui, mais tu pouvais quand même mettre LibreOffice dessus. Oh là là, cette trahison là. J'ai pas LibreOffice sur ce truc. Comment je fais pour agrandir? Va voir dans l'affichage. Alors. À droite. Ça veut pas. Non, ça c'est fichier. Va voir dans affichage. Ah oui, affichage. Zoom. Oui. Voilà. Donc déjà. Rien du tout. Voilà. Ah, mais bonjour, je ne sais pas me servir d'Excel. Yes. Faut pas utiliser des produits Microsoft, je l'ai toujours dit. Allez, un peu de propagande libriste en passant. Voilà. Alors, investis comme ça. Celle-là. Donc, zoom sur la sélection, ça a voulu me faire quelque chose. Voilà. Pour rappel, au moment de la création de la NUPES, il y a eu 90 dissidents, c'est ça un peu plus de 80, je crois 87 ou un truc comme ça. Il y en avait quand même pas mal. Voilà. Enfin, il y avait beaucoup de candidatures dissidentes. Voilà. Là, cette fois-ci, il y en a 12. On les a 12, voilà. 12. Donc, on les a... Nous avons une étude des 12, on va sans doute pas rentrer dans le détail des 12 parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir ras-le-bol. Mais il y en a 12. On passe donc de la NUPES au nouveau Front populaire qui a une assise beaucoup plus grande. Et on passe de environ 80 frondeurs à 12. Voilà. 86 d'après OB. Tu dois avoir raison, ça doit être ça. On avait regardé le chiffre exact, juste on l'a pas écrit dans un coin. Voilà, donc bref, peu importe, il y en a vraiment beaucoup moins. Donc il y en a vraiment beaucoup moins. Donc cette histoire que voilà, ils sont encore divisés, sont en train de s'entre-déchirer, beaucoup moins qu'avant. Hein. Et déjà la NUPES, en fait, c'était pas mal. Alors, quelque chose à dire sur mon truc. Là, j'ai mis pourcentage des inscrits, mais c'est inexact. En fait, le calcul que j'ai fait là, c'est un calcul par rapport à la participation. Donc, c'est en pourcentage... des exprimés. De ce qu'on appelle exprimés. Voilà, des exprimés. Donc, si vous voulez, les blancs et les nuls sont comptés. Donc, en fait, le pourcentage là est légèrement... il est biaisé vers le haut. Donc, c'est peut-être pas 27,31. Ça doit être 27,18. Un truc dans le genre. Mais c'est proportionnel. Donc, ça reste des valeurs qui peuvent être commentées. Alors, j'ai calculé ce pourcentage. En fait, j'avais juste la participation, l'abstention... attends, parce que t'es parti directement dans les détails, donc en fait... Mais non, mais il faut que j'explique les lignes de mon machin. Là, il y a une légère erreur. Enfin, oui, mais du coup, légère imprécision. Du coup, les gens savent pas ce qu'on regarde. Alors, donc, vous voyez,
Alors, sur la colonne de gauche, il y a les investis pour l'élection actuelle. Sur la colonne de droite, ce sont les résultats de 2022. Voilà. Sur la colonne de droite, il y a les résultats des votes exprimés. Et ensuite, sur le pourcent des inscrits, en fait, c'est le pourcent ouais, c'est pas tout à fait le pourcent des inscrits. Il y a une légère limite, mais donc, Chloé a reporté sur l'ensemble des inscrits, à peu près, combien ont effectivement voté pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Ouais. Alors, pourquoi c'est important? Parce que dans l'élection législative, il peut y avoir des triangulaires, voire des quadrangulaires, parce que passent au second tour tous ceux qui font plus, je crois que c'est 12,60, c'est quelque chose de cet ordre-là. Des ouais, inscrits. ça va être, des inscrits. Il faut avoir pour accéder au deuxième tour dans les législatives, il faut avoir réuni 12,75% des votes des inscrits. Voilà. Pas des exprimés, des inscrits. Voilà. Et pour être élu au premier tour, il faut avoir la majorité absolue des votes et plus de, je crois, plus de 25% des inscrits. Voilà. Il faut qu'il y ait donc plus de 50% des exprimés et que ces 50% des exprimés représentent plus de 25% des inscrits. Voilà. Si à ces deux conditions, la personne est élue dès le premier tour. Voilà, donc ces petites précisions faites, la première circonscription de l'Aude. Donc, elle a été donnée à la fille, et la fille a en fait dit au NPA, go, vous pouvez investir quelqu'un sur cette circo. Le NPA a investi Philippe Poutou et sa suppléante, je sais plus comment elle s'appelle. Oui, alors d'ailleurs j'ai regardé les déclarations de Philippe Poutou, visiblement... En fait, il a plus ou moins demandé d'avoir une circonscription difficile où c'était le RN qui était très en avant, parce que toujours pareil, il fait partie du NPA, donc des trotskistes. Leur objectif, ils voient les élections telles qu'elles sont organisées à l'heure actuelle comme en quelque sorte une mascarade. Donc en fait, leur objectif c'est de dévoiler le problème de l'élection pour ensuite pouvoir mettre en place la révolution prolétarienne qu'ils souhaitent. Donc en fait, là, il cherche pas à se faire élire. Son objectif, c'est de faire descendre au maximum le Rassemblement national. Donc visiblement, il a de lui-même demandé une circonscription très difficile. Et c'est très clairement et de loin la circonscription la plus difficile des 12 où il y a des dissidents. Voilà. Et donc, il se passe que l'EPS local a investi quelqu'un parce qu'ils n'ont pas été d'accord que ce soit Poutou. C'est une circo qui en 2022 a été prise par le RN. Et elle a été prise par le RN face à la NUP. Donc 46 versus 53. Donc c'est une victoire assez large du Rassemblement national. Ça semble assez difficile de la reprendre. Il faudrait vraiment faire un score sensiblement meilleur. Et que le RN baisse sensiblement. Qu'est-ce qu'on a au premier tour? Au premier tour, la NUP avait fait 14% des inscrits environ. Autant vous dire que 14% des inscrits environ, si les chiffres sont divisés par 2, on a un second tour RN ensemble, parce que ensemble était à 11%, même en imaginant qu'ils aient baissé. Le RN à 16%, en imaginant qu'ils aient monté, parce qu'ils ont clairement monté. Si les voix sont divisées par 2, on a clairement un second tour Rassemblement national ensemble. Il faudrait vraiment qu'il y ait un des deux qui amasse massivement les voix, pour que ce soit autre chose qu'un second tour RN ensemble. Voilà. Ou alors que l'un des deux se désiste avant le premier tour. Voilà. Donc cette circo-là, a priori, elle sera pas gagnée, mais c'est une circo qui sera pas perdue non plus, puisqu'elle n'était pas à la NUPES avant. Alors, d'après OB, la suppléante de Philippe Poutou, c'est Pauline Salingue. Donc voilà, merci. Voilà, merci. Ensuite, première circonscription du Vaucluse. Donc là... le sortant gauche démocratique et sociale, donc c'est le truc de Gérard Filoche, n'a pas été investi. La personne qui a été investie, c'est Raphaël Arnaud, de la Jeune Garde. Donc en gros, c'est l'Antifa, là où il y a tous des tombereaux de... Ils déversent sur lui comme quoi il est fiché S, je sais pas quoi, comme quoi il aurait menacé de mort la meuf de... Je sais plus comment elle s'appelle, enfin la... C'est une meuf d'extrême droite qui a elle aussi fait des menaces de mort en commentant des moments où elle fait des séances de tir. Enfin, il y a tout un barouf là-dessus. Donc c'est une circo qui a été prise par le RN aussi, donc elle
elle est difficile. Mais là, on voit que l'écart au niveau des inscrits, donc ça se joue entre 22 et 21% des inscrits, avec une participation qui est plus forte, qui favoriserait le Front populaire, le nouveau Front populaire. La Circo est totalement prenable. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde au niveau des inscrits, si les votes sont divisés en deux. La NUPES, elle faisait environ 13% des inscrits. Si les votes sont divisés en deux, c'est quand même tendu. Parce que le Rassemblement national était aussi à 13% environ, et que derrière, il y a les macronistes qui étaient à 10%. Il faudrait vraiment qu'il y en ait un des deux qui est décroché pour qu'on ait la gauche au second tour. Donc, a priori, cette première circonscription du Vaucluse, avec un dissident, elle va rester au Rassemblement national. Ensuite, nous avons la première des Pyrénées-Atlantiques. Alors là, je commence par les circos, et ça a l'air un peu déprimant, mais il y en a que 3, et c'est les 3 premières qu'on va voir où c'est tendu, quoi. Donc, là, c'est encore quelqu'un de GDS, donc qui s'est positionné. C'est la personne qui avait été investie la dernière fois par la NUP et qui avait perdu. Et il avait perdu, pareil, à environ 1 point près au niveau des inscrits. Donc je comprends qu'il soit dégoûté et tout. Mais la Circo, elle a été attribuée à LFI, donc voilà quoi. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y avait donc environ 17% des votes à chaque fois. C'était NUP ensemble. Le RN, il traînait la patte à 7,5% des inscrits. Si les votes sont absolument divisés en deux entre les deux candidats, a priori, ils passent quand même au second tour. Il y a quand même un des deux candidats de gauche qui passe au second tour. Voilà. C'est tendu, mais il y a quand même de bonnes chances qu'on ait un second tour Front populaire, Rassemblement national, Front populaire ensemble, et que le Rassemblement national ne passe pas devant. Voilà. Et donc là, dans ce cas-là, c'est quand même un bon... Ça, c'est la configuration la meilleure. Non, c'est la configuration la meilleure, c'est quand les voix de la gauche sont tellement pétées, tellement elles sont hautes, que le risque c'est deux de gauche au second tour. Enfin, la configuration meilleure pour le Front populaire s'entend, mais... Oui, tu veux dire au niveau du duel? Pour cette circonscription-là, voilà. comme duel, c'est quand même la configuration la meilleure. Alors, en fait... Et après, ils choisiront entre la gauche et... si les voix sont pas parfaitement divisées en deux, ce qui est selon toute vraisemblance le cas le plus probable, on ne sait pas si ça va être plus l'un ou plus l'autre, mais si les voix sont pas parfaitement divisées en deux, et que la Circo est stable au niveau des voix, ce sera forcément un second tour Nouveau Front populaire ensemble. Simplement, il y en aura genre un qui fera, je sais pas, 10 et l'autre 6, ou le contraire, quoi. Mais donc, cette Circo-là, a priori, le second tour sera plutôt un second tour gauche contre ensemble. Bon, mais on ne sait pas lequel des deux. Ensuite, on arrive sur les circos, où c'est même pas vraiment la peine de s'inquiéter. Donc ça, c'était la Circo d'Adrien Quatennens. Donc qu'est-ce qui se passe avec Adrien Quatennens? Il se passe qu'au premier tour, la dernière fois, il avait fait 52,05% des voix. Il n'a pas été élu au premier tour, parce qu'au niveau des inscrits, c'était moins de 25% des inscrits. Donc là, c'est une Circo, vous pouvez diviser les voix en deux. Le suivant, c'est Ensemble avec 9,5%. Vous divisez les voix en deux, vous obtenez non pas un second tour NUPES ensemble comme c'est, donc voilà, si vous divisez parfaitement les voix en deux, vous obtenez un second tour gauche contre gauche. Voilà. Donc, bon, et si c'est pas parfaitement divisé en deux, vous obtenez un second tour ensemble contre Nouveau Front populaire. Bon, bah voilà. La 6e circonscription de l'Essonne. Donc là, c'est un peu particulier. C'est le sortant qui a été... Tu l'as tapé dans ton micro. Ah oui, désolé. Le sortant a été réinvesti et il refuse l'étiquette Nouveau Front populaire. Et en réaction à ça, il y a une personne du parti Génération qui s'est déclarée candidate pour porter les couleurs du Nouveau Front populaire. Donc le sortant avait donc la dernière fois gagné contre Amélie de Montchalin. Et là, quand on regarde ses voix au premier tour, on peut les diviser en deux. Le suivant RN, il était à 32%, 10% des voix. Vous divisez les voix en deux, de toute façon ce sera un second tour, l'un des deux contre, je sais pas si ce sera encore Amélie de Montchalin, mais clairement, il n'y a pas...
le nouveau Front populaire devrait garder cette circo. L'écart était quand même assez grand, sachant que les macronistes ont baissé. Bon, bah, voilà. 5e des Bouches-du-Rhône, c'est à peu près la même situation. Voilà, donc c'est le sortant, il a décidé de se présenter. Donc, il est soutenu par Europe Écologie Les Verts, PS, PCF, peut-être d'autres. Et on l'investit, c'est une autre personne. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc 18. Bon, si les voix sont absolument parfaitement divisées en deux, il y a vaguement peut-être un petit risque qu'on loupe le second tour, mais quand même, c'était 40% des suffrages exprimés. Il faudrait vraiment que le RN soit monté beaucoup pour qu'on loupe le second tour, parce que là ils sont à 7. Donc même si on divise parfaitement les voix en deux, il faudrait que le RN soit quand même monté beaucoup. Enfin, il faudrait qu'il fasse plus de 20% et plus de 9%. Enfin, il faudrait qu'il soit monté jusqu'à 10 pour que ça... A priori, ça devrait aller aussi. Ensuite, il y a celle, donc Simonet sortante, qui n'a pas été réinvestie, et donc c'est une autre personne qui a été réinvestie. Alors là, elle a loupé l'élection du premier tour de 3 points. L'élection du premier tour de 3 points. Cette circo, la question se pose même pas. Enfin, l'écart, il est entre 47,31 et 17,87. Et la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait? On avait un second tour avec 2 personnalités de gauche. Là, selon toute vraisemblance, on va avoir un second tour avec les 2 personnalités de gauche. Et c'est tout ce qui va se passer. Voilà. Donc, Osef. C'est pas la peine de s'énerver. Alors, Seine-Saint-Denis, alors ça, c'est un mec, donc c'est Stéphane Peu, qui avait été élu la dernière fois avec 78,7% au second tour. Alors là, vous voyez que la participation, parce que ce qu'on disait, la gauche, les circos de gauche, on a tendance à avoir des participations qui sont ridicules. Avec 31,8% de participation, c'est très peu. Bon, cette circo, elle est quasiment... Elle est imprenable. Et Anas Kazib, en fait, Révolution Permanente, c'est un micro-parti. C'est quelqu'un qui va probablement faire dans les 2%. Donc... les résultats premier tour, c'est 62% des voix. Et le suivant, il est à 9. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Il va juste rien se passer. Elle est imperdable, cette circo. 4e de Seine-Saint-Denis. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a quelqu'un... Soumia Borouaha, PCF, c'est la sortante. Elle avait gagné. Alors, elle a gagné avec 100% des voix au second tour. Manifestement... Oui. Cette personne-là, qui était pourtant qualifiée pour le second tour, s'est désistée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas cherché. Voilà, peu importe. Mais enfin, toujours est-il qu'elle a été seule au second tour, donc forcément, elle a gagné. Voilà. Peu de gens peuvent dire qu'ils ont obtenu 100% des voix. Voilà, elle a obtenu 100% des voix, voilà. Et donc là, vous voyez... Je pense que Staline est jaloux. Le pourcentage des inscrits est équivalent à la participation parce que j'ai pas pris en compte les blancs et les nuls. Donc c'est là que vous voyez que le pourcentage des inscrits est surestimé légèrement. Voilà. Mais bon, peu importe. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que LFI a investi quelqu'un en face par réaction à cause des soutiens des dissidents par le PCF. Je ne vais pas faire de commentaires, mais j'en pense pas moins. Voilà, bon. C'est une circo où ça touchait presque les 40%. Vous pouvez diviser les voix en deux. La 3e place, la personne du Rassemblement National, elle avait fait 3% des inscrits. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'avoir autre chose qu'un second tour Front Populaire. Ah, mais je sais ce qui s'est passé. Oui. La personne arrivée en tête a réuni 11,5%. En pourcentage, 11,5% des inscrits. C'est pas suffisant pour se qualifier au 2e tour. Donc en fait, elle a été qualifiée parce qu'elle était première, puis c'est tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout dans ces cas-là. Ah oui, dans ce cas-là, il y en a 2, oui, pardon. Ils qualifient les 2. Donc oui, tu peux pas avoir un second tour avec une seule personne, ça oui, c'est vrai, pas. Donc non, ils qualifient les 2, et je sais pas pourquoi la personne d'hiver gauche s'est désistée. De manière annexe, on voit que on est dans un cas en plus, bon là il y a 2 candidats de gauche, on est dans un cas où c'était la NUP face à un divers gauche au second tour. Voilà.
Voilà, Bon. donc, vraiment, il n'y a pas, voilà. Ensuite, il y a la circo de Raquel Garrido, donc sortante, qui n'est pas investie. C'est une personne de Seine-Saint-Denis au cœur, donc une association qui a été investie. Bon, ben là, il y avait quelqu'un de l'UDI qui était pas trop à la traîne, mais le troisième, il est à 3,51% des inscrits environ. Mais il va juste rien se passer dans cette circo. On va avoir un second tour avec l'une des deux face à l'UDI, et c'est tout ce qui va se passer. Voilà. Ensuite, septième de Seine-Saint-Denis. Alors c'est celle de Corbière qui est sortant, qui n'est pas investie. Ça, c'est une circo où il avait fait 62% des voix au premier tour, ou 63% des voix, avec, et ça représentait Voilà. 29% des inscrits, donc il a été élu au premier tour. Il va juste rien se passer avec cette circo. La seule chose qui va se passer, c'est que cette fois, Corbière ne sera pas élu au premier tour. Voilà. Sachant que la dernière fois, on avait déjà un divers gauche qui avait fait 1,98% des voix. Donc là, c'est une syndicaliste qui est investie par la FI, donc elle fera probablement plus, hein. Mais il n'y a pas de suspense sur cette circo, elle ne peut pas être perdue, c'est pas possible. Voilà. Bon, Corbière a peut-être quand même plus de chance. Et c'est pareil, enfin, Corbière, Garrido et Simonet ont quand même plus de chance de gagner que ceux qui ont été officiellement investis par la FI. Ensuite, nous avons la dernière, Mathias Travel, Xavier Perrin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est son initiative personnelle. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, il était déjà là en 2022 et il avait fait 6% des voix à faire plier. C'était Mathias Travel, n'importe quoi, Tavel qui avait gagné et il était déjà là. Donc, c'est plié. Donc, oui, c'est la même configuration qu'avant. C'est la même configuration que la dernière fois. Donc, en gros... Donc, le message, il est simple. Il est simple. Les trois circos qu'a priori le Front Populaire risque de ne pas remporter sont celle qui est déjà remportée par le RN en 2022, celle qui est déjà remportée par le RN en 2022, et celle-là qui était remportée par Ensemble en 2022, qui est peut-être prenable, mais c'est pas sûr. Mais voilà. Les deux qu'on est quasiment sûr que le Front Populaire est quasiment sûr de pas arriver à obtenir, c'est des circos qui étaient déjà pas NUPES en 2022, donc il n'y a pas de... Il y a des dissidents, c'est sûr, il n'y a pas de circo de perdus. Voilà, là encore, bon, les éditorialistes de plateau, ils sont là pour commenter l'écume, donc ils nous font toute une histoire de ça. En vrai, vous le voyez bien, c'est pas la peine de s'embêter avec ça, voilà. Pas la peine de perdre une énergie là-dessus. On s'en moque. Voilà, on s'en moque complètement, et il faut pas commencer à dire que les dissidents vont faire arriver le Front National, le Rassemblement National au pouvoir. C'est complètement faux. Voilà. Dissidents, dans le pire des cas, ils vont pas aider à récupérer deux circos qui étaient déjà au Rassemblement National, qui auraient été de toute façon difficiles à récupérer de toute façon. Voilà, vu la dynamique du Rassemblement National en ce moment. Voilà, donc... c'est vraiment, enfin, les dissidents dans les circos, on peut arrêter, c'est vraiment un non-sujet. Voilà. Donc, l'union de la gauche, ça a toujours été difficile, c'est plutôt moins difficile qu'avant. Les dissidents, il y en a clairement beaucoup moins qu'avant, 8 fois moins, à peu près. Voilà, un peu moins. Voilà, et la situation, elle n'est pas dramatique. Il sera de bon ton de demander des comptes à LFI, parce qu'en l'occurrence, c'est beaucoup autour des LFI. Pourquoi? Donc, ce qui est désormais appelé une purge, pourquoi elle a eu lieu, c'est vrai, ce sera de bon ton de leur demander. Mais là, pour l'instant, c'est pas la peine de s'énerver dessus. Il y a beaucoup plus important à faire. Il y a beaucoup plus important à faire. Et de toute façon, sur cette histoire-là, on peut aimer ou pas, mais moi, je serais très étonnée que Simonet, Corbière et Garrido perdent leur siège. Vu les scores qu'ils ont fait au premier tour en 2022, je serais très étonnée. Voilà, et vu comme ils sont implantés, en plus là, comme ça fait toute une histoire, à tous les coups, les électeurs, ils vont vouloir... il va y avoir un côté, on va défendre les opprimés. Ça me semble étonnant qu'ils perdent leur siège. Voilà. Qu'ils ne soient pas élus au premier tour, oui, du coup, mais voilà. Parce que sans la dissidence, on aurait eu plus, on avait vraiment il y avait vraiment des chances de passer au premier tour. Enfin, Corbière sera probablement de nouveau passé au premier tour, etc. Mais je crois que c'est surtout ça que ça change. Voilà, donc c'est pas la peine de s'énerver là-dessus. Il y a d'autres choses à faire. L'important, comme on vous l'a dit, ce que nous montre notre travail, c'est que ce qui compte, c'est le travail de fond.
Donc voilà, l'important c'est d'aller sur le terrain, de convaincre, d'utiliser les analyses complètes des programmes pour voir qu'en fait ils sont quand même très cohérents, Oui, et on très consistants. rappelle encore une fois que l'histoire des costumes de filles, on n'a eu aucune incidence mesurable sur les intentions de vote. Donc là, Voilà. les boules puantes que vous voyez passer, l'investi et les filles, là où il y a eu cette fake news comme quoi elle aurait tenu des propos homophobes, je sais pas quoi, sur une page machin, alors qu'en fait c'est une page communautaire et c'est pas elle qui a écrit le message, zéro incidence. Voilà. Ça n'aura pas d'incidence. Il faut arrêter de paniquer là-dessus. C'est chiant pour elle, parce que ça reste une fake news, ça reste c'est diffamatoire d'attribuer des propos homophobes à une personne qui ne les a pas tenus. Mais voilà, mais c'est le problème, c'est plus elle qui l'a. Et ça ne va rien changer à rien. Voilà. Et donc, de manière annexe, sortir... je pense que c'est important de sortir les vieux tweets. Là, il y a un vieux tweet absolument immonde, je vais pas vous le redire parce que vraiment c'est une horreur, d'un investi par le Rassemblement National qui est ressorti. Là, j'ai pas très bien compris s'il essayait de faire un... Enfin, c'est trop bizarre. Bon, alors, ce tweet est sorti, je pense que c'est très bien de replacer dans le fait que c'est plus du côté du... Enfin, que c'est carrément du côté du Rassemblement National qu'on tombe sur ce genre de tweet ou de propos complètement antisémites à vomir. Là, bon, bah, en l'occurrence sur la Shoah. Ça va pas... oui. Ça va pas avoir... Oui, ce truc immonde. Ça va On pas va pas le dire, ça, c'est vrai. On va pas le dire. Ça ne va pas avoir d'incidence sur le vote. Ça va pas avoir d'incidence sur le vote. À terme, peut-être que ça peut en avoir une avec l'effet, de répéter que, regardez, le RN, ils sont toujours antisémites, il y a toujours des problèmes. On peut toujours, dès qu'on gratte un peu, trouver des propos complètement aberrants, des trucs vraiment crades. Oui, effectivement, c'est important de le dire parce que c'est la vérité. Mais vous attendez pas à ce que les électeurs RN soient là. Oh mon Dieu, c'est antisémite, je vais pas voter pour eux. Non. Ça n'arrivera pas. Désolé. Je pense que ça touche à sa fin. Je vais vous rappeler les conclusions principales qu'on a en regardant les sondages, parce que je sais qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route. Et puis c'est toujours bien de faire un rappel. Donc, première chose, quand on regarde les corrélations, voilà, la grosse information, c'est cette corrélation négative entre Ensemble et le Rassemblement National, qui est donc avec une valeur P, c'est-à-dire que les chances que ça soit du hasard qui est indiscernable de 0, donc c'est très très fort. Et la corrélation négative est de moins 82,58%, c'est énorme. Clairement, voilà, ça c'est un élément de plus qui nous permet de dire que c'est bel et bien Ensemble qui fait monter le Rassemblement National. Et on a enfin une corrélation qu'on peut analyser entre Reconquête et Rassemblement National. Donc corrélation négative, moins 63,41%, valeur P de 0,35%, donc très bonne valeur P. Voilà, c'est quasiment en... Enfin oui, c'est suite à la trahison de Mario Maréchal. D'un coup, paf, j'ai cette corrélation qui a du sens. Donc, visiblement, elle est partie avec des électeurs de Reconquête pour les amener au Rassemblement National. Et dans les choses nouvelles, on constate que le nouveau Front Populaire, une corrélation négative entre l'extrême gauche, donc moins 49,13% pour une valeur P de 3,27%, et divers gauche, moins 60,63% pour une valeur P de 0,59, très très bonne corrélation. Donc voilà, visiblement, et vu les dynamiques que je vous remonte juste derrière, le Front Populaire est vraiment en train d'agréger les votes de gauche, vraiment. Donc au moins à gauche, l'effet répulsif commence à se dissiper. Il faut continuer à travailler à des dédiabolisations de LFI pour que au deuxième tour, les électeurs de droite arrivent à voter pour les pas antisémites. Et les pas antisémites, c'est le nouveau Front Populaire, c'est pas Rassemblement National. Et voilà, et je vous remets ça. Donc pour les tendances des sondages. Donc première chose, les instituts de sondage commencent à, on voit vraiment des incohérences importantes dans les instituts de sondage. Donc ce qu'ils nous donnent est à prendre avec des pincettes.
Peut-être probablement le nouveau Front populaire est sous-estimé. On a différents éléments voilà, qui nous l'indiquent. Sinon, la tendance assez claire, hein, c'est que par rapport à l'élection précédente, ce qui était la NUPES, qui est devenu le nouveau Front populaire, pour l'instant, c'est maintenu, sachant qu'on probablement ils sont sous-estimés. Le Rassemblement national a clairement monté, Ensemble est clairement descendu. Donc, ce que disent les tendances des sondages, c'est qu'on se dirige vraiment vers 3 blocs véritablement, parce qu'après tous les autres, ils sont en dessous de 5%, ça va être difficile pour eux d'avoir autre chose que quelques sièges sans que ce soit très significatif. Donc voilà, on se dirige plutôt vers 3 blocs, le Rassemblement national, la France, le nouveau Front populaire et Ensemble. Sachant que l'effet des législatives fait que surtout il va y avoir pas mal probablement, beaucoup de second tour extrême droite face à la gauche. Et donc la grosse question, ça va être de comment va se faire le report des voix. Est-ce qu'il y aura un barrage républicain ou est-ce qu'il y aura un barrage pour empêcher que la gauche arrive au pouvoir et préférer l'extrême droite à la gauche? On verra bien. Voilà. C'était le résumé un petit peu de ce qu'on avait dit. Et demain, on fait une petite revue de presse. Et demain, 21h sur cette chaîne, revue de presse. Je serai là, mais celle qui dirigera la revue de presse, ce sera Chloé. Okay. Voilà. On était très content que vous soyez là. Voilà. En ce moment, il y a une activité politique dense, donc on fait beaucoup de politique sur cette chaîne. Voilà. Merci d'être venu. Très content que vous soyez venu. Est-ce que vous avez encore quelques questions? J'ai l'impression que non. Non, ça a l'air bien. Merci beaucoup, voilà. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Voilà. Surtout, perdez pas espoir. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis, à demain pour ceux qui pourront venir. À bientôt, de toute façon. Au revoir. Voici, j'ai arrêté le streaming.